À une matrice carrée A de MNK, on lui associe cet endomorphisme-là de MNK. Et bien noter qu'il ne s'agit pas du tout de l'endomorphisme de Mn1K canoniquement associé à la matrice A. Et on va de différentes façons montrer que A est diagonalisable si et seulement si U l'est. Idée 1, il nous semble possible de pouvoir lier les puissances de A et les puissances de U. En effet, on montre immédiatement ceci par récurrence et on a donc cette expression-là de P de U pour P polynôme quelconque. Aussi, A étant diagonalisable, A a un polynôme annulateur scindé à racine simple dans K et ce polynôme-là est également, vu cela, polynôme annulateur de U. Par conséquent, si A est diagonalisable, U l'est également, car on peut alors construire pour U un polynôme annulateur scindé à racine simple. Mais grâce à cela, on a même directement l'équivalence. En effet, montrons que P est annulateur de U si et seulement si P est annulateur de A. Cette implication-là est évidente. Réciproquement, si P de U égale 0, c'est-à-dire si P de A fois M égale 0, quelle que soit la matrice M de MNK, montrons alors que P de A égale 0, ce qui revient exactement à montrer que si AM égale 0 pour toute matrice carrée M de MNK, alors A égale 0. Si on considère comme matrice M la matrice dont toutes les colonnes sont nulles, sauf la première qui est la colonne 1, 0, 0, 0, on obtient alors que AM est la matrice dont toutes les colonnes sont nulles, sauf la première qui est la première colonne de A. Et donc, la première colonne de A est nulle, et ainsi de suite. Cette équivalence-là étant démontrée, A admet un polynôme annulateur scindé à racine simple si et seulement si il en est de même pour U, ce qui démontre cette équivalence-là. Montrons maintenant différemment cette implication-là. A étant diagonalisable, A est semblable à une matrice D diagonale et ne pourrait-on pas alors ramener l'étude de la diagonalisation de cet endomorphisme-là à l'étude de la diagonalisation d'un même style d'endomorphisme mais avec D à la place de A. Si on remplace A par PD P-1, on obtient cette expression-là de U de M. Aussi, si on introduit cet endomorphisme-là de MNK, qui est même un isomorphisme de MNK, dont la bijection réciproque est cet endomorphisme-là, on a alors que UA, c'est VP, rond UD, rond VP-1. Aussi, UA, c'est du F-1, rond UD, rond F. Par conséquent, UA est diagonalisable si et seulement si UD l'est. Et comme D est diagonale, on va peut-être réussir à exhiber pour UD une base de MNK constituée de vecteurs propres pour UD. En d'autres termes, ne peut-on pas construire des matrices M de MNK non nulles telles que DM égale mu M? On voit tout de suite que cela marche très bien avec la matrice M égale E11, comme avec la matrice M égale E22, et ainsi de suite. Toutes les matrices EII sont donc vecteurs propres de UD. N'en serait-il pas de même pour les matrices EIJ quand I est différent de J? Et quand on effectue ce produit matriciel-là, on obtient une matrice dont toutes les colonnes sont nulles, sauf la JM, qui est la IM colonne de cette matrice-là. Or, la IM colonne de cette matrice-là a tous ses coefficients nuls, sauf celui à la place I qui vaut lambda I. Par conséquent, EIJ pour I différent de J est également vecteur propre de UD. On a donc obtenu que la base canonique de MNK est base de vecteur propre pour UD. Par conséquent, UD est diagonalisable et donc, par similitude, UA l'est également. Proposons une dernière façon de montrer cette implication-là. A étant diagonalisable, A apporte une base de Mn1K constituée de vecteurs propres pour A. Et ne pourrait-on pas essayer de construire une base de MNK constituée de vecteurs propres pour U
à partir de la base de vecteurs propres de Mn1k constituée de vecteurs propres pour A. À partir d'un vecteur propre pour A, ne peut-on pas construire un vecteur propre pour U? Si on considère la matrice M dont toutes les colonnes sont nulles sauf la première qui est la colonne Z, on a bien une matrice M non nulle telle que AM égale lambda M si lambda était le scalaire tel que AZ égale lambda Z. Et de même, si au lieu de mettre la colonne Z en première colonne, je la mets en seconde colonne ou en troisième colonne, et ainsi de suite. Aussi, à partir d'un vecteur propre pour A, on peut construire n vecteurs propres pour U. Ainsi, à partir d'une base V1, V2, Vn de vecteurs propres pour A, on peut construire n carré vecteurs propres pour U. Reste maintenant à montrer qu'il constitue une base de Mnk. On a ici V1, V2, Vn qui est la base de vecteurs propres pour A. Ces matrices-là sont alors des vecteurs propres pour U. De même pour ces matrices-là, et ainsi de suite. Comme V1, V2, Vn est une base de vecteurs propres pour A, le sous-espace vectoriel de Mnk généré par ces matrices-là constitue exactement les matrices de Mnk dont les colonnes 2, 3, n sont nulles et la première est quelconque. De même pour le sous-espace vectoriel de Mnk généré par ces matrices-là, et ainsi de suite. On montre alors facilement que sont en somme directe le SEV de Mnk généré par ces matrices-là, le SEV de Mnk généré par ces matrices-là, et ainsi de suite. Aussi, pour montrer que toutes ces matrices-là forment une famille libre, il suffit de montrer que ces matrices-là forment une famille libre. Et c'est évident, étant donné que V1, V2, Vn forment une famille libre. Ainsi, à partir d'une base V1, V2, Vn de vecteurs propres pour A, on a construit une famille de n carré vecteurs propres pour U qui forme une famille libre. On a donc pour U une base de vecteurs propres, ce qui démontre que U est diagonalisable.